Tu es jeune, connecté et curieux de ta santé? Hello Ado est l'appli qu'il te faut. Spécialement conçue pour les jeunes du Togo, Hello Ado te donne accès à des informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive, la prévention du VIH, la contraception, les violences basées sur le genre et bien plus encore. Pose tes questions de façon anonyme et obtiens des réponses de pros de la santé. Besoin d'aide près de chez toi? L'appli te géolocalise et te montre les services les plus proches. Télécharge Hello Ado dès maintenant et fais un pas vers une vie plus saine et responsable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de me retrouver dans ce nouveau numéro assez exceptionnel de la nuit parce que le sujet n'est pas ce qu'on a l'habitude d'aborder. Ce soir, on va parler de Hello Ado et des sujets que cette application aborde. Je suis pas seul, vous voyez déjà. Je suis avec Valdi et Valdi, c'est quoi Hello Ado? Hello Ado, c'est l'application éducative qui permet justement aux ados d'avoir l'information, d'avoir les bonnes informations, parlant de la sexualité, parlant des grossesses, parlant des IST, parlant des contraceptions, parlant des relations parents-enfants, parlant de quoi d'autre? De la masculinité positive, ça c'est un sujet que j'adore. Donc franchement, il y a tout type de sujets, des sujets dont on va pas forcément parler sur la toile ou on va pas parler dont on va pas parler à la maison, mais qui sont quand même essentiels pour notre épanouissement, pour notre développement. Voilà. En fait, c'est super important ces questions-là et plus encore parce que on ne trouve pas de personnes à qui poser ces questions-là. Hello Ado, c'est cette application qui vous permet de poser vos questions anonymement aux experts et qui vous répondent de la manière la plus, de la manière la plus directe possible, sans tourner autour du pot et qui vous donne les informations. Et vous savez que je suis très curieux de ces sujets-là, puisque c'est ça qui édifie et qui fait développer, comme on dit. Aujourd'hui, on n'est pas seul avec Valdi, on est avec Madame Lamy, et on a beaucoup de questions à lui poser par rapport à ces sujets de santé sexuelle et reproductive. Madame Lamy, oui. Qui êtes-vous concrètement? Alors, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez. Je suis sage-femme d'État. Et quand on parle de sage-femme d'État, c'est cette professionnelle de la santé qui est aux côtés de la population pour les assister pour tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Donc, nous sommes beaucoup plus vers au niveau de la maman pour pouvoir la conseiller, ou bien au niveau du couple pour les conseiller en ce qui concerne les problèmes de santé de reproduction et les problèmes de santé sexuelle. Et la sage-femme est là aussi pour assister la maman quand elle tombe enceinte, donc depuis la conception, les consultations, l'accouchement. Et maintenant, dans la communauté, elle est là, elle est cette conseillère qui donne des conseils à toute la famille. Donc, et comme vous parlez des jeunes et adolescents, la sage-femme est aux côtés de ces jeunes pour donner les bonnes informations en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, je peux dire. La première question que moi j'ai, c'est nous sommes jeunes et quand on est jeune, on s'adonne à différentes activités sexuelles. Ouais, et évidemment. Sans se protéger, tu vois. Et là, ce qui freine un peu les gens, ou bien le fléau dans cette manière de faire du sexe sans se protéger, c'est les maladies, c'est les VIH, SIDA et tout ça. Mais on continue de voir que ce thème-là est encore tabou dans nos sociétés. Oui, évidemment, le VIH, il est tabou parce que ça dépend de l'origine ou bien de la manière dont nous avons pris le VIH depuis le début. Depuis le début, on nous a donné des informations que le VIH, c'est pour des personnes qui font, entre griffes, le banditisme sexuel, donc qui ont plusieurs partenaires. Et donc, de ce côté-là, on n'arrive pas vraiment à communiquer librement sur ce sujet. Et donc, c'est à cause de ça que le VIH continue par faire ravage. Parce que les moyens de transmission du VIH ne sont pas seulement que sexuels.
Donc, on peut attraper le VIH, c'est vrai, par la voie sexuelle en allant ou bien en couchant avec un partenaire qui est infecté. Mais on peut aussi attraper le VIH par d'autres moyens, tels que, par exemple, en rentrant en contact avec le sang d'une personne qui est infectée. Donc, chez le coiffeur, chez la coiffeuse, à l'hôpital, si on est en contact d'une manière ou d'une autre. On peut aussi être infecté par le VIH depuis même le sein de notre maman. Donc, une femme qui a le VIH et qui porte une grossesse, si les conditions ne sont pas très bien réunies pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant, elle peut transmettre ce virus-là depuis son sein. Donc, depuis qu'elle le porte pendant la grossesse ou pendant l'accouchement ou alors pendant qu'elle est en train d'allaiter cet enfant. Mais enfin, moi j'ai une question tout de suite. C'est le lait maternel ou c'est le contact du sein avec la bouche qui fait le... Alors, pour la transmission entre la mère et son enfant, ça se passe avec le sang, le liquide amniotique, donc le liquide dans lequel l'enfant baigne au sein de la maman. Vous savez que quand on est enceinte, l'enfant baigne dans une sorte de poche. Donc, si la mère est infectée, le VIH peut vivre facilement dans ce liquide-là, dans le sang de la maman. Donc, tout ce qui peut faire que le sang de la maman et le sang du fœtus peut avoir les contacts, on peut avoir, il y a le risque. Maintenant, le VIH, il trouve aussi sa vie aussi dans le lait maternel. Wow. Il vit aisément là-bas. Et donc, quand on allaite l'enfant et qu'on ne prend pas certaines précautions pour éviter ou bien pour diminuer le risque, l'enfant peut être affecté. Si un adulte, par exemple, qui... je sais que c'est des choses qui arrivent. Ouais. Un adulte qui tète le sang de cette femme-là, par exemple, qui a le VIH... Arrête, c'est une vraie question. Donc, cet adulte-là également peut attraper le VIH. Alors, pour tout ce qui concerne la transmission du VIH entre les adultes, nous englobons ça dans la voie sexuelle. Dans toutes les pratiques qu'on fait autour de la sexualité. Donc, si on arrive à faire, mais écoutez, on peut pas quand même, je sais pas, j'imagine un peu cet adulte-là qui va attraper. Mais il y en a qui boivent, hein. Bon. Non, il y a des gens qui boivent le lait maternel, blague à part. Des adultes. Je n'ai pas des informations cohérentes, mais si il arrive qu'un adulte boive le lait maternel d'une femme infectée, comme je l'ai dit, le lait maternel contient, d'une personne qui a le VIH, contient les virus. Et donc, il peut avoir chose. Mais je n'ai pas vraiment l'information. Information très importante. Oui. Donc, pour revenir à ta question, on dit que toutes ces pratiques sont beaucoup plus sexuelles. Ouais. Donc, il y a la sexualité, ce n'est pas seulement la pénétration. Donc, moi, je vais plutôt englober ça dans les pratiques sexuelles. En fait, docteur, en fait, madame, excusez-moi. Madame, en fait, on a l'habitude d'avoir des docteurs. Du coup, nous, tout ce qui concerne les professionnels de la santé, non, c'est docteur. Oh, oui. Non, on va à l'hôpital, on va vous appeler docteur. Ah, oui. Et les premiers contacts sexuels que les adultes ont se font dans la jeunesse. Oui. Très bas. Oui. Et tout ça. Et le sujet, c'est quelque chose de tellement tabou que même à la maison, les parents n'en parlent pas. Et c'est difficile pour un jeune. Moi, par exemple, on est africain, on va pas aller devant papa, parle-moi sexe, quoi. Ouais, en tout cas, moi, j'en parle avec ma maman. Ah ouais? Très bien. Non, mais c'est intéressant, ça. Comment toi, tu arrives à parler du sexualité avec tes parents? Enfin, moi, ma mère, elle a été très déconstruite sur ces trucs-là depuis qu'on est très jeune. Elle nous parle de sexualité, comment ça peut se passer, qu'est-ce qui tourne autour. Elle nous a parlé également de ses expériences, tu vois, à cœur ouvert. Ça fait que on se sentait à l'aise. On savait déjà qu'on ne serait pas jugé parce que la personne nous parle déjà de ça. Donc, que ce soit ma sœur, que ce soit moi, avant d'aller à notre premier rapport sexuel, on est venu dire à notre maman, tranquillement. Non! Ah ouais, bientôt là,
tu vois. Et elle nous a juste donné des conseils. Il faut se protéger, il faut faire ci, il faut faire attention avec qui tu le fais. Ta première fois, c'est quand même important, et tout. Et puis bon, comme moi, j'ai mon background de viol et tout, c'est une discussion beaucoup plus profonde avec moi et tout ça, tu vois. Mais oui, on parle de sexualité. Aujourd'hui, si j'ai un problème automatiquement, tu sais, il y a des femmes, par exemple, quand elles vont pas avoir leurs règles, elles paniquent. Oui. Je peux tomber enceinte, elle panique, elle ne sait pas forcément à qui se confier. Moi, direct, si j'ai un tel problème-là, maman, je ne vois pas mes règles depuis un certain nombre de temps. On a vraiment cette facilité-là avec, mais je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de très commun à tous, quoi. Ouais. Dans nos contrées aujourd'hui, la sexualité reste malheureusement un sujet tabou. Ouais. Toi, tu as la chance d'avoir une mère qui comprend. Et le problème, c'est que de nos jours, nos mamans dans les communautés, d'abord elles-mêmes, elles ont vécu toute leur jeunesse ou bien toute leur vie et avec ce manque d'information là. Et donc, pour pouvoir transmettre une information, il faudrait la maîtriser. Et justement, elles n'ont pas et savoir comment communiquer ça. Donc, c'est d'ailleurs la lutte que nous devons mener pour que chaque ado puisse avoir l'information, adolescents et jeunes puissent avoir la bonne information. Voilà. En plus, certains parents se disent que si je commence par lui parler de sexualité, c'est le pousser à connaître avoir des rapports sexuels. Alors que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, même au privé, la sexualité, ça va vite. En fait, et d'où la question, madame. Oui. Comment est-ce qu'on peut parler de sexe avec ses parents? Moi, je pense que d'abord, en tant que parent, de nos jours, on devrait, comme elle l'a dit, on devrait être informé, on devrait savoir que la sexualité ne doit pas être un tabou au sein d'une famille. Garder la sexualité comme tabou au sein d'une famille, c'est faire du mal à ces jeunes-là. Parce que le jeune, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont des amis. Quand un enfant, moi j'ai un adolescent de 13 ans, et à chaque moment, c'est la bataille que je fais parce que il se sent beaucoup plus à l'aise avec des amis. Et donc, il faut faire attention. Donc, c'est pourquoi il faut ouvrir la brèche pour que le jeune puisse se sentir à l'aise. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, je pense qu'on doit être dégourdi, on ne doit pas faire chose, on ne doit pas avoir de réserve. Il faut chercher les moments propices. Et il y a certains qui disent qui se posent des questions par rapport à l'âge auquel il faut véritablement commencer. Ouais. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Tu peux commencer précocement. Si tu vois que ton enfant, il a des aptitudes, il est curieux, il pose des questions, il faut déjà commencer. Mm-hmm. Souvent, il y a des gens qui disent que il faut peut-être attendre lorsque l'enfant, comme chez les filles, l'enfant commence les règles, donc à l'âge de puberté. Et très souvent, c'est très tard parce que déjà, elle a déjà ces informations-là. Donc, il vaut mieux commencer, préparer la personne à pouvoir comprendre l'étape parce que la puberté, l'adolescence, c'est une étape quand même très importante pour construire la vie de ce futur adulte-là. Une étape très dense. Pour la petite histoire, nous, quand on était enfants, je me rappelle que la majorité de nos sœurs ou bien de nos amis flippaient rien que en voyant les règles parce qu'elles n'avaient pas l'information et elles sont perdues, elles voient c'est nouveau, tout est nouveau, elles paniquent. Dieu merci, aujourd'hui les efforts sont en train d'être faits et nos jeunes enfants sont de plus en plus préparés, mais à notre époque ce n'était pas comme ça. Et moi, quand j'avais mes menstruations, bon, moi je discutais de la sexualité beaucoup plus avec mon papa.
Donc, j'étais très à l'aise. Et j'avais eu mes premières règles à 16 ans. Donc, j'étais tellement préparée puisque je voyais nos copines. Les parents aussi, étant donné que j'ai tardé à venir, comme j'ai eu la puberté un peu retardée, ils se posaient des questions. Est-ce que ça va enfin arriver? Donc, ils m'ont assez parlé. Au point où le premier jour où j'ai vu ça, au lieu de paniquer, j'ai fait un signe de croix pour dire, bon, alléluia, je suis femme. Donc, je pense qu'il faut parler. Si je n'étais pas parlé et j'étais pas informée, je pense que je vais peut-être paniquer comme les autres. Il y a un truc que moi je remarque par rapport aux parents. Je pense qu'il y a ce retard-là. Puisqu'il y a beaucoup de parents, on ne peut que transmettre l'éducation qu'on a reçue. On ne peut que transmettre ce qu'on a reçu. Et beaucoup de parents n'ont pas accès à ces informations-là. Ouais. Et j'ai remarqué que même les écoles où l'information doit normalement être disponible et accessible à tout le monde, c'est pire, en fait. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Comme je le dis, la sexualité reste un tabou que nous devons combattre dans nos communautés. Aussi bien au niveau de la sphère familiale qu'au niveau de l'école. En tout cas, bref, là où les jeunes se retrouvent, il faut quand même parler de la sexualité. Comme les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les jeunes, ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on a tout type d'informations. Et il faut quand même parler de cela pour que les jeunes puissent avoir le choix. Voilà. Exactement. En fait, cette affaire de réseaux sociaux, c'est devenu tellement prépondérant que si tu ne prépares pas ton enfant, et il est tellement exposé à beaucoup d'informations que, bon, finalement, ce qui est censé, la base qu'il devrait avoir avec toi à la maison, bon, c'est le réseau qui vient faire cette base-là. Et c'est négatif, en fait, finalement. Comme par exemple, il y a des parents qui disent à leurs enfants que dès qu'ils ont les menstrues, quand ils vont s'approcher trop près d'un homme, elles vont tomber enceintes. Ouais, c'est des informations. Bon, il n'a pas la bonne information, mais il est obligé de faire peur, à la limite, à sa fille. Pour empêcher d'aller. Mais en fait, cet enfant qui a gardé ça en tête et va à l'école, et une de ses copines, par exemple, lui dit, ah non, mais tu peux approcher les hommes, tu n'auras rien. Regarde ce que moi je fais ci, moi je fais ça, et pourtant je suis pas tombée enceinte. Waouh, la curiosité de ça. C'est ça. La curiosité de ça. C'est fini. On a créé un monstre comme ça. Je te jure, en fait. Tu vas voir que les enfants les plus, est-ce que, je vais pas dire gâtés, les enfants qui font le plus de bêtises au dehors, c'est des enfants qui sont très renfermés à la maison. Oui. On ne leur donne pas la liberté, non seulement de s'exprimer, mais d'être qui elles ont envie d'être. D'être un enfant, d'être en développement. Voilà. On te renferme dans une case d'enfant. Ouais. Là, tu vas jamais grandir, tu es là, on te donne des fausses informations, on veut te mettre dans un petit couvent là, pour protéger. Ouais. Et ça fait que quand ils sont au dehors, ils se disent, ah, c'est le moment pour moi, en fait, de faire tout ce que je peux avant de rentrer à la maison. Exactement. Et là, c'est les grossesses non désirées, c'est l'avortement qui vient et tout ça. Ouais. Quand on parle de sexualité, avant d'aller au sexe, il y a une notion qui est super importante, c'est le consentement. Ouais. Évidemment. On a parlé, Valdi, on a parlé et comment décrivez-vous le consentement, madame? Pour moi, le consentement, c'est cette attitude-là qui nous permet quand même d'avoir la maîtrise et la conscience de ce que nous faisons. Donc, si je suis quelque part et tu veux faire quelque chose avec moi, il faudra que d'abord tu m'informes que j'accepte. Parce que le consentement va au-delà de l'information. Il faut d'abord m'informer. Donc, quand on dit informer, ça veut dire que tu me dis justement ce que tu as l'intention de faire avec moi. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Que j'accepte librement. Donc là, tu m'as informé, je suis libre de dire oui ou non. Tu n'as pas besoin de me faire un chantage émotionnel pour pouvoir avoir mon avis ou bien avoir mon OK. C'est ça. Je dois accepter sans contrainte, sans manipulation. Voilà.
Donc, pour moi, c'est très important. Parce que tout ce que tu feras sans le consentement de la personne, sous une forme ou une autre, c'est contre la personne, en fait. Parce que la personne n'a pas été préparée ou bien la personne n'a pas toutes les informations. Le consentement doit être... Laisse-moi ajouter, please. Ajoute. Le consentement doit être libre, éclairé et exprimé. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du fait des mauvaises interprétations. Je suis là, je ne dis rien, tu te dis que j'ai dit oui. J'ai pas dit oui, en fait. C'est juste qu'il y en a qui sont tétanisés devant certaines situations. Ou par exemple, imagine c'est ton papa. Ton papa veut faire quelque chose avec ton corps, tu te dis c'est mon papa, c'est lui qui m'a limite créé. Je suis juste là. Mais est-ce que j'ai envie? J'en ai pas envie. Voilà. Tu vois? Ou c'est peut-être un maître, c'est un professeur, c'est ton patron. Tu es tellement tétanisé que tu es juste là. Tu sais pas comment forcément réagir sur le coup. Donc, clair, libre et exprimé. Consenti aussi, important. Oui, consenti, c'est là. Si je vois ce qui se passe souvent avec les jeunes, pour donner un exemple par rapport au consentement, tu vois, quand on est adolescent ou jeune, on se sent attiré par le sexe opposé. Et tu invites ta copine, elle accepte de venir. Et toi, dans ta tête, tu te dis que bon, c'est que elle a accepté, donc je peux disposer d'elle. Alors que peut-être que elle a juste accepté de venir juste parce que elle te prend comme un ami, ou bien bon, elle a juste envie de passer du temps avec toi. Et mais toi, tu vas au-delà, tu interprètes comme ça. Donc, c'est ça qui aboutit parfois au fait que des gens se lancent et finalement finissent par violer les personnes. Madame, viol là. Oui. On va en parler. On va quand même en parler parce que c'est un sujet tellement qui est collé au consentement, quoi. Mais vous avez dit un truc aussi, c'est par rapport à cette pression-là que les jeunes ressentent. Mais la question, c'est comment est-ce que les jeunes peuvent sortir de cette pression-là? La pression, j'ai pas compris. C'est la pression de c'est mon papa par exemple. Donc qu'il dit je dois faire. Il m'a convaincu émotionnellement, bien m'a mis une pression émotionnelle pour que je fasse le truc, je dois le faire en fait. Oui, justement, moi je pense que pour pouvoir vaincre cette pression-là, de ne pas sombrer à c'est mon papa, c'est mon enseignant, c'est mon grand frère, c'est un ennemi. Exactement. Il faut que les jeunes aient des informations. Il faut qu'ils aient des informations exactes. Et moi, j'apprécie ce que l'application Hello Ado fait parce que c'est une application, il suffit seulement d'aller télécharger et tu as les bonnes informations. Que ce soit en texte, que ce soit en vidéo. Souvent, ce qui limite aussi nos jeunes, ce n'est pas le manque ou bien comment l'appelle-t-on? La disponibilité de l'information, mais c'est étant donné que le sujet est déjà tabou, les jeunes n'arrivent pas vraiment à aller librement devant un prestataire de soins ou bien au niveau des parents. Et donc, l'application est là pour résoudre les problèmes. Donc, il faut quand même aller à l'information, il faut disponibiliser l'information à ces jeunes-là pour qu'ils puissent savoir que telle chose est bien pour moi, telle chose n'est pas bien pour moi. Parce que souvent, quand on dit que qui a l'information maîtrise le pouvoir. Oui. Vous voyez, non? Et donc, s'il n'a pas l'information, il est bien pour subir, quoi. C'est tout. Donc, il faut l'information pour pouvoir permettre aux jeunes de s'affirmer. Oui. Voilà. J'ai vu une vidéo sur TikTok d'une maman qui... elle apprenait à son enfant, une petite fille, je pense qu'elle doit avoir à peine 5 ans. Elle lui disait, si je touche ici, tu dis quoi? Oui. Elle a dit oui. Si je touche ici, elle a dit Tu vois, en fait, justement, les enfants n'ont pas cette information-là. Oui. Que si un adulte leur touche le sang, les fesses, ces parties intimes-là, qu'elles doivent réagir. Parce que quand tu es un enfant, tout le monde te touche. Tu réalises pas le danger autour, tu vois. Mais elle lui apprenait les parties, justement, qu'un adulte peut lui toucher. Que c'est les bras, les pieds, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on vient sur le sang, le bas-ventre, ton sexe, les fesses et tout,
ma chérie, tu dis et tu viens dire à maman, tu vois. Et je pense que c'est petit à petit, à force de commencer par développer ces petits trucs-là. Et c'est pas seulement au niveau des filles. Parler du consentement également aux garçons. Ouais. Même toi, même garçon, si on te touche certaines parties, tu dis et tu viens dire à maman. Parce que des hommes violés, il y en a plein. Surtout quand ils sont gamins, tu vois. Donc, on te touche certaines parties, tu dis non. Et toi-même, quand tu es avec une femme, si elle te dit non, tu t'arrêtes. Automatiquement. Et également, moi, par rapport à ta question, je pense qu'il y a également le fait que nous, les femmes, on ne nous apprend pas qu'on dispose de notre corps et qu'on est libre de faire ce qu'on veut de notre corps. On est tellement habitué à être disponible pour les autres. T'es une femme, tu es non seulement pour ton papa, t'es la fille, tu fais ce qu'il veut. Après, tu quittes ce cadre familial, tu vas appartenir à un autre homme et tout. Ça fait que on a l'impression que notre être, notre corps, toute notre existence ne nous appartient pas. Alors que tu es une femme, tu es libre de faire tes choix. Même si c'est ton papa, c'est ton professeur, peu importe qui il est, c'est toi qui décides de ce qui a rapport avec ton corps et de ta vie, en fait. Oui, moi, je pense que, de nos jours, on ne doit pas parler seulement que des femmes. Parce que, comme je l'ai dit, les hommes aussi sont violés, soit par les femmes ou par les hommes. Et donc, l'éducation sexuelle vise les deux types d'enfants. Et il faut parler. Parce que, aujourd'hui, nous voyons ce fléau-là. Il y a certains garçons qui se lancent dans un phénomène qui ne dit pas son nom, juste par manque d'informations. Et ils finissent aussi par regretter. Parce que comme on met tellement l'accent seulement sur la femme, mais il faut quand même donner l'information exacte, adaptée, comment l'appelle-t-on, au sexe de l'enfant. Je dis aussi un truc. Vous savez, nous les garçons, quand on est adolescents et tout ça, il y a ce groupe d'amis qu'on a qui nous pousse toujours à faire des conneries. Quand je dis ça, c'est le machisme. C'est que tu vois la fille là, la dernière fois je l'ai pris. Ah bon, raconte-moi tout ça, tu racontes et tout ça. Ah bon, toi aussi, tu dois faire ça comme ça et puis tu vas. Et si tu ne vas pas dans leur sens, c'est que tu n'es pas un homme. C'est ça, tu n'es pas macho à fond quoi. En fait, comment éviter à son garçon d'être macho en fait, madame? Moi, je pense que ce n'est pas seulement au niveau des amis, c'est depuis la sphère familiale. Quand nous mettons au monde une fille et un garçon, quelle est l'éducation que nous donnons à ces deux enfants? Vous allez voir que nous aurons tendance à envoyer la fille vers les travaux ménagers. Oui, tu es responsable de la cuisine et tout. Et puis le garçon, lui, il se sent d'une manière supérieure aux devant choses. La télé. Et devant la télé. Ou alors même si on doit lui donner des travaux, c'est que lui, il n'est pas là parce que c'est son devoir. Il est là pour aider sa sœur. C'est ça. Et donc, ce qui fait que on apprend, comme l'a dit la sœur, on apprend à la fille que elle est là pour servir, faire la volonté de choses. Et contrairement au garçon, on dit, il est là pour s'affirmer. Donc, c'est pourquoi vous allez entendre facilement, on ne pleure pas. Le garçon ne pleure pas. Oui. Il a quelque chose. C'est vrai. Il a quelque chose qui est vraiment important pour lui. Il a besoin de s'exprimer, mais du fait qu'on a dit le garçon ne pleure pas. Il n'arrive pas à s'exprimer. Déjà, à la famille, et dans la famille, il grandit en ayant ces idées-là. Maintenant, quand il sort, comme tu l'as dit, avec les amis, étant donné que tous, ils sont éduqués comme ça, ils vont former un groupe d'amis pour faire la promotion du machisme, comme je le dis. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de prôner la masculinité positive. En fait, tu es garçon, tu te dois d'abord te protéger et protéger ceux qui sont autour de toi. Dans ce que tu sais que tu ne peux pas accepter qu'on te fasse. Il faut pas le faire. C'est pas parce que l'autre qui est en face de toi est femme que tu vas l'utiliser comme un objet. C'est ça. Donc, et puis, le revers de ce comportement, c'est que le garçon va se retrouver, il est en train de déprimer, il est en train de passer par des situations difficiles, mais malheureusement, parce que on dit que le garçon doit être le sexe fort, il va rester là à déprimer. Et
aujourd'hui, vous allez voir que le taux de suicide grimpe au niveau des jeunes garçons parce que si vous ne lui donnez pas la bonne information, il est obligé de subir. Alors que la femme, comme elle est considérée comme fragile, elle peut quand même avoir recours à des conseillers et peut-être s'en sortir de la situation où elle était. Et quand on parle de masculinité positive, il faut que les jeunes garçons comprennent, les hommes comprennent que il ne s'agit pas forcément, quand on parle de la femme, pas de la femme de dehors. C'est à partir de notre petite sœur à la maison, c'est à partir de nos mamans, c'est à partir de telle personne et tout ça. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, il faut pas le faire. Il faut pas le faire à quelqu'un. Voilà. Tu vois. Et c'est quand on dit ce que vous n'aimez pas qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse à quelqu'un là. Et vous allez au-delà de ce qu'on appelle consentement, vous violez la personne. Voilà. Et ça, tout le monde le vit au quotidien, chaque jour en fait. Chaque jour. Vous savez, madame, je dis toujours que c'est parce que les gens ne comprennent pas. On a parlé la dernière fois, ce qu'on met même dans viol, quoi. Oui. Malheureusement, bon nombre ne comprennent pas. Et le viol, ce n'est pas seulement que juste pénétrer une personne d'une manière. Le viol commence déjà même par les mots sexistes. La personne passe, tu commences par l'apprécier, la mater d'une manière. Tu l'approches, elle refuse. Donc, tu te mets à harceler la personne. Et très souvent, les violeurs, ils ne sont pas des inconnus. C'est des gens qui sont autour, qui sont dans ton entourage. Et donc, ça veut dire qu'il a pris le temps, soit de t'aborder, soit de te harceler, et jusqu'à ce que, arrivé à un moment, ils finissent par arriver à... Donc moi, je pense que il faut vraiment être regardant. Quand tu passes, il y a ce tonton-là qui est le tonton le plus gentil dans le quartier. Malheureusement, il y a dans l'exercice de ma profession, j'ai un témoignage qui m'a tellement glacé au point où jusqu'aujourd'hui, quand je me rappelle de l'histoire, je suis très triste parce que c'est un vieux père de 65 ans, je pense, qui a violé et a touché pratiquement 7 de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Comment ça s'est passé? C'est que le monsieur s'est mis dans la tête, c'est un pervers, hein. Et il a dit que, selon lui, c'est pour pouvoir avoir des forces spirituelles. Donc, il fallait de temps en temps le faire sur des vierges. Et étant donné qu'il n'est plus sûr que il peut avoir des filles vierges à un certain âge donné, lui, sa pratique l'a amené à choisir des enfants de, je peux dire que 0 à maximum 6 ans. Non. Donc, vous voyez que, en fait, quand je parlais de la sexualité, il faut pas attendre, quoi. Dès que l'enfant commence par raisonner, il faut essayer de glisser, mais à un niveau donné ou bien à un degré donné. Donc, ce monsieur, il a commencé à faire ça. Et il a fait ça déjà à 4 petites plus un garçon. Un garçon? Oui. Il a fait ça déjà à 4 petites plus un garçon. Donc, c'est à la 6e petite, qui avait d'ailleurs 4 ans, qu'il a été découvert. Sa pratique, c'était que, parce que c'est le papa, le grand-père de tout le monde, il est très gentil et tout. Et donc, il a l'habitude d'acheter les petits tickets aux enfants. Et quand l'enfant vient, il commence d'abord par les attouchements. Et le moment où lui-même, il pense que l'enfant est assez préparé parce que, selon le témoignage, il commence par les doigts, après c'est mettre les petits tickets là-bas juste pour s'assurer que l'enfant est préparé. Et non. Puis, donc c'est comme ça qu'il a eu à faire. Et devine, il a fait ça aux autres sans qu'ils ne puissent dire, parce que pour eux, c'était un truc normal. Et bon, ils ont subi. Et à la fin,
il menaçait les enfants parce que comme il est le puissant prêtre, donc si tu dis à tes parents, quelque chose va arriver à tes parents. Donc les enfants, bon, on ne peut pas les accuser en fait. Donc la sixième, qui avait 4 ans, elle avait quand même cet esprit éveillé et quand il a commencé, elle a essayé d'attirer l'attention de sa maman, mais malheureusement la maman n'avait pas prêté attention. Et donc c'est le jour où ça s'est passé, l'enfant est arrivé déchiré en fait, très déchiré à l'hôpital. Et quand on a commencé l'enquête, c'est là on constate, donc il a fui. Donc c'est la petite qui dit, d'abord il a commencé, il mettait le petit quai, après il a pris et sort à Tikpovide. L'enfant ne savait même pas que c'était, c'est 4 ans. Et sort à Tikpovide. Bon, je sais pas, je vais lever un peu bizarre. Et sort à Tikpovide, sozi, de Atamenam. Et elle n'arrivait même pas à marcher. Et c'est au moment du bain que la maman a découvert le forfait. On a commencé, donc, lorsque on l'a appréhendé, donc c'est là qu'il a commencé par avouer ces conneries-là. Avouer que c'est comme ça. Et malheureusement, il a déjà détruit au moins 6 vies, quoi. Ça, c'est les enfants qu'on a pu identifier. Donc, c'est pour dire que le violeur, il est souvent dans l'entourage. Il prend le temps pour mettre en œuvre son plan. Et donc, lorsque ça arrive, la vie est détruite, quoi. La vie est détruite. En fait, il a de ces histoires que j'ai remarqué ça. En fait, il y a de ces histoires qui se passent chaque jour derrière nos maisons, dans nos maisons, devant nos yeux, et que ce que j'ai remarqué, madame, c'est que les parents sont complices de ça. Déjà, pour commencer, parce qu'on se dit que, c'est ton oncle qui a fait ça, on peut pas dévoiler cette histoire. C'est sa tante qui a fait ça, on peut pas dévoiler. Non, mon mari, non, il peut jamais faire ça. Je le connais très bien, il peut jamais te toucher. Tu mens dans le compte de mon mari, alors que chaque soir, quand tu dors, quand tu sors, ton mari va aller violer la bonne, va aller violer la nièce qui est arrivée pour récher avec eux, tout ça. Le plateau est calme. Non, en fait, il faut en parler parce que moi, l'histoire-là m'a glacée. C'est parce que c'était des enfants, mais même étant adultes ou bien jeunes, on subit d'une manière ou d'une autre. Ça peut se passer avec des copains, ça peut se passer avec des amis, des oncles, même avec le papa. Même avec le papa, l'inceste existe. Comme ça. Avec les papas? Oui. Il y a un monsieur qui viole ses 2 filles. Et quand les filles, en grandissant, il y a des copains qui viennent, elles commencent pas à connaître les hommes. Il les jappe. Non! Et il renvoie ces enfants-là. Il y a un monsieur qui a dit ouvertement à ses enfants, que c'est comme ça dans leur tradition, c'est lui qui doit leur prendre leur virginité, pas un homme extérieur. Il y a trop, si tu dois écouter ces histoires, franchement. L'année dernière seulement, moi, j'ai eu à coucher un enfant qui est issu d'un inceste. C'est l'histoire de la petite. Elle a 13 ans. C'est triste. C'est triste parce que quand tu vois la manière dont son propre père l'a détruite, je me demande si vraiment elle va s'en sortir. Mais je prie Dieu qu'elle puisse s'en sortir. Quand on doit brûler les violets, là, c'est des gens comme ça, on doit brûler. Parce que le monsieur, il a abusé de sa fille pendant des moments. Et les soirs où la fille refuse, c'est des bastonnades qui la frappent. Et l'oncle de l'enfant, parce que la maman de la fille était malade et hospitalisée. Donc, mais chaque soir, à une certaine heure donnée, l'enfant pleure parce qu'on le frappe. Et donc, c'est l'oncle qui a attiré et qui a été, je sais pas, lui, Dieu était avec lui en fait.
Donc, l'oncle a commencé par pousser les enquêtes et il a découvert que c'est ce que s'est passé chaque soir. Mais malheureusement, le temps même qu'il réagisse et tout ça là, la fille était enceinte. La fille était enceinte. Ils ont voulu régler, comme tu l'as dit, ils ont voulu régler le problème à leur niveau. À l'amiable. À l'amiable, parce que c'est le papa quand même. Oui. Mais finalement, l'oncle a sévi dedans. Bon, heureusement, le papa est allé en prison. Mais nous qui avons suivi la petite là, jusqu'à son accouchement, même le jour de son accouchement, moi, j'ai été très traumatisée parce que à chaque moment qu'elle a une contraction, puisque le travail d'accouchement, ça fait quand même mal. Donc, à chaque moment qu'elle a une contraction, je dis que, mon propre père me fait mal comme ça. Oh. Mon propre père me fait, et quand tu t'approches pour l'examiner, elle te dit, parce que quand tu amènes ton doigt, pour elle, c'est un peu comme si tu veux. Voilà. Donc, c'était vraiment difficile de la prendre en charge. Qu'est-ce que cet enfant va devenir maintenant? Malheureusement, c'est comme ça. On vit avec ça. Elle va grandir avec ça. Après, on a essayé de mal à construire un foyer. Voilà. On a essayé de l'accompagner comme on peut, mais malheureusement, il y a aucune condition aussi. Oui. L'État ne fait pas grand chose aussi déjà. Et donc, elle est laissée pour son propre compte, quoi, malheureusement. Dites-moi, madame, quel conseil donnez-vous à des adolescents qui viennent vers vous pour une relation saine dans ce monde de fous qu'on est actuellement? D'accord. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, c'est l'information. Ça dépend. Il faut d'abord leur parler du consentement, de leur organisme. Il faut qu'ils puissent prendre en charge leur propre corps. Ils puissent contrôler. C'est que leur corps les appartient. Ils peuvent y aller seulement lorsqu'ils sont prêts. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne des cadeaux, ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil avec toi, ce n'est pas parce que quelqu'un te met la pression que tu es obligé de céder. Tu vas céder au moment où toi-même tu penses que tu es prêt. Maintenant, il y a des signaux. Quelqu'un qui vient avec toi, tu n'as pas appris à le connaître, il veut seulement juste satisfaire sa libido. Est-ce que c'est ce que toi tu veux? Donc, il faudrait que les adolescents et jeunes puissent prendre le temps d'étudier la relation dans laquelle elle est. Maintenant, pour éviter aussi des situations qui aboutissent à l'harcèlement et au viol, c'est aussi donner des astuces aussi pour que ces jeunes-là sachent vraiment comment faire pour ne pas donner de l'espoir. Parce que bon, il y a ces conséquences-là qui arrivent lorsque le jeune ou bien la jeune se met à, entre griffes, jouer. C'est que tu me dragues, je n'ai pas envie, mais je ne sais pas dire non. C'est ça qui est le problème aussi dans nos savoir dire non. Il faut savoir dire non et rester ferme. Et lorsque vous voyez que la personne tend vers le harcèlement, le dénoncer. Et la dénonciation, elle peut se faire. Je peux dénoncer un cas par rapport à moi. Une autre personne aussi peut dénoncer ce cas par rapport à vous aussi. Par rapport à moi. Donc, il faut sensibiliser pour que les jeunes puissent détecter les signaux et leur donner la possibilité, même si ce n'est pas envers elles-mêmes que la chose se passe, être capable de dénoncer pour que le pire n'arrive pas à l'autre. Le problème aussi, je pense que c'est à la maison, tu fais face à ce genre de problème, à ce genre d'incompréhension. Et tu ne sais pas à qui parler, quoi. Oui. Tu ne sais finalement pas à qui te confier, tu vois. Et bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Parce qu'il y a des gens qui sont abusés, des jeunes qui sont abusés, au lieu de trouver du réconfort chez d'autres personnes, ils n'arrivent pas parce qu'ils ont peur que ces personnes-là abusent. Et ces gens le font vraiment. Voilà. Abusent encore de leur faiblesse en ce moment-là. De leur vulnérabilité en ce moment-là. Comment on fait? Oui, moi je pense que c'est un travail qu'on doit faire autour de tout le monde. C'est vrai, on est en train de parler les jeunes doivent. Mais déjà, nous parents,
on doit. Je suis mère d'un garçon. Je ne vais pas attendre que ça arrive avant. Donc, on avait parlé de l'éducation au niveau de la famille. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi organiser des programmes pour les parents. Ils ne donnent pas l'information pas par manque de volonté, mais ils ne donnent pas l'information parce qu'ils n'ont pas l'information. Pendant longtemps, les questions qui sont liées à la santé, malheureusement, sont laissées au libre arbitre de l'agent de santé. Alors que l'agent de santé, normalement, lui, il est là, c'est pour soigner. Donc, c'est maintenant qu'on est en train de parler un peu de la promotion de la santé qui agit en amont, par exemple, pour faire la prévention ou bien agir sur certains déterminants. Et moi, actuellement, je suis en train de me spécialiser pour la promotion de la santé. Et je pense que quand on veut parler de la santé des jeunes et des adolescents, il faut une éducation complète d'abord pour les parents. Du couple, des parents. Il faut leur donner les bonnes informations. Lorsqu'ils se connectent sur TikTok ou YouTube, il faut qu'ils cherchent les bonnes informations nécessaires pour donner l'éducation à leurs enfants. Avoir les bonnes informations et savoir comment les véhiculer. Voilà. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que les applications comme Hello Ado ont été créées, quoi. Je pense qu'au lieu, à côté de TikTok, qui véhicule du n'importe quoi, installer Hello Ado. Sincèrement, c'est que les informations sont vérifiées et vous comprenez les choses. En fait, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, les jeunes. Quand vous subissez des violences comme ça et que vous vous taisez, sachez que vous faites du mal à vous-même et à d'autres personnes aussi. Ouais. Parce que quand vous n'en parlez pas, d'autres personnes, c'est comme tu passes devant, tu passes dans une rue, un gros trou, quoi. Tu es tombé dedans. D'accord? Tant que tu n'en parles pas, il y a d'autres personnes qui vont passer pour tomber dedans, pour subir la même que soi, alors que tu peux les sauver, en fait. Ne soyez pas dans vos coins. Et il y a le pouvoir en place, le gouvernement, les gens de la santé qui ont mis en place des systèmes pour vous aider, quoi. Comme on a dit, Hello Ado est là. C'est comme la dernière fois. Et ça me fait tellement plaisir, tu vois, quand on fait cette émission-là, parce que ça ouvre les yeux et les gens viennent parler, tu vois. La dernière fois, sur le compte TikTok de la nuit, il y a une fille qui est au Congo-Kinshasa qui m'a écrit tout ça. Elle dit, ah, tu sais, j'aimerais vraiment me confier, qu'est-ce qui se passe, que j'ai été détecté, que j'ai le sida. Ah, j'ai dit, c'est bien que tu viennes parler de ça, tu vois. Vite fait, je connais des gens dans le domaine. J'ai dit, ah, docteur, il y a telle personne qui m'a contacté. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un au Congo pour l'aider? Oui, il y a donne-moi son numéro, j'envoie quelqu'un et la personne a été prise en charge, quoi. Voilà. Si vous vous taisez, le mal va grandir. Et malheureusement, c'est vous-même qui aura, personne ne va vous comprendre. Vous subissez les conséquences. En fait, le pire, c'est ça. Vous avez mal, vous n'osez pas parler de ça. Voilà. Vous subissez les conséquences et vous en voudrez aux autres, en fait, qui ne vous comprennent pas. Alors que quand ça commence, et comme on le dit encore, ce n'est pas uniquement par rapport à vous. Des gens à côté subissent des violences comme ça. Dénoncez. Allez vers les policiers là, ils sont là. Allez dénoncer ça. Les acteurs de la société civile sont là. Les applications sont là. Il y a des numéros partout, quoi. Appelez et soyez sauvés. Comme je dis, ça vous arrive que les parents veulent cacher des trucs comme ça. Les gars, c'est vous, hein. Le truc, c'est pas les parents. C'est vous qui subissez le truc. C'est vous qui avez mal. Les parents n'ont pas mal. Quand on fait des violences sexuelles, ce n'est pas les parents qu'on viole. C'est vous qui êtes traumatisé jusqu'à la fin de vos vies. Et ça peut vous aider une prise en charge rapide, quoi. Je pense que si vous avez des parents qui sont rigides par rapport à la sexualité, il faut les choquer. Moi, je dis aujourd'hui, on va plus perdre de temps. Il faut les choquer. Tu as un papa, par exemple, quand tu parles de sexualité, ou bien devant la télé, des scènes de sexe, pas seulement, il va couper la télé. Il va changer. Des trucs comme ça. Faut lui dire, mon cher, ça là, c'est versé sur TikTok. Aujourd'hui, maintenant là, tu n'as plus besoin d'aller sur des sites pornographiques avant de voir des dingueries sur les réseaux. Tu n'en as pas besoin. Ça là, je vois mieux que toi. Peut-être même j'ai déjà fait. Il faut les choquer parce qu'à un moment donné, on a souvent peur en Afrique, on va nous taper, on va nous faire ci. Quand ils sont sous l'effet du choc là, en fait, tu seras tellement ébahi par la réaction, c'est que ils perdent leurs moyens. Et moi, je pense que
si aujourd'hui, on ne peut pas, on peut éduquer les parents également. Oui. On peut inverser les rôles sur certains trucs parce que notre génération est très ouverte d'esprit. On voit beaucoup de choses au dehors que les parents ne voient pas forcément ou des informations auxquelles ils n'ont pas accès. Faut leur dire. Il faut lui apprendre. Ah, moi, je suis partie à tel endroit où j'ai vu une vidéo, un parent qui est en train de parler de sexualité. Pourquoi toi, tu ne me parles pas de ça? Alors que tu sais très bien que je vais passer par là. Pourquoi tu ne me dis pas ci? Pourquoi tu ne me dis pas ça? J'ai eu mes règles. J'ai des retards. Comment on fait? Il faut leur dire. Et il faut les choquer. Il faut les obliger à tenir la conversation et à faire face à leurs responsabilités. Et puis, l'expérience a montré que quand un jeune est bien éduqué sur les questions de sexualité, il retarde sa première fois. Ouais. Pour pouvoir prendre la décision. Oui. Aujourd'hui, nous voyons les petites de 12, 13 ans qui se donnent au sexe et tout ça là. C'est par manque d'information. Quand tu es plus formé, quand tu es plus, tu donnes l'information et on te donne les bonnes informations, toi-même, tu comprends que, en fait, il y a certaines priorités qui correspondent à un certain nombre d'âges. Donc, tu n'as pas besoin de courir. C'est comme je l'ai dit, on tombe dans la routine ou bien on tombe dans l'erreur là par manque d'information. En fait, quand tu n'as justement pas l'information, tu as envie d'aller chercher. En allant chercher, la curiosité t'amène à faire beaucoup de choses. Moi, ma maman me disait souvent, il n'y a pas d'âge pour aller au sexe. Tout ce qu'il faut, c'est que sache que chaque rapport sexuel peut emmener une grossesse. Donc, quand tu y vas, il faut savoir que en ton âme et conscience, ça peut donner quelque chose. Est-ce que tu es prête à assumer les conséquences? Si oui, là, Margot, ça, c'est toujours ce que notre maman nous a dit. Et ça, moi, je dis toujours, je te coupe pas, que quand vous allez coucher là, les gens qui viennent dire que je ne savais pas que ça allait arriver là. Quand même vous allez au rapport sexuel là, c'est écran plasma, vous voulez que ça sorte. Vous allez faire des choses. C'est qui est sur une chose protégée. Voilà. Et vous êtes choqué de... En fait, le truc, c'est que la fille vient vous dire que je suis enceinte, tu dis, oh, une seule fois qu'on a fait ça. Comme s'il fallait un nombre de fois avant d'avoir de la... C'est pas écran plasma qui va sortir. C'est le bébé qui ne peut que sortir. Et souvent, quand on n'est pas prêt, ça aboutit aux avortements clandestins, les conséquences qui s'accompagnent. Donc, ce n'est pas vraiment, il faut aller à l'information. C'est même pas seulement dire qu'il y aura grossesse autour. Quand on parle de sexe et qu'on te dit par exemple que, la première fois, ça fait mal. Les peureuses comme nous là. Pardon, c'est mieux. Ça va caresser un peu loin de moi d'abord pour un moment. Parce que la personne t'a donné tellement de détails que t'as même ça t'effraie d'abord. Tu t'es dit, j'ai pas envie de découvrir ça là tout de suite. Mais c'est parce que on te cache ça. Et quand nous, l'être humain, quand tu m'interdis quelque chose, j'ai envie d'aller découvrir. Même si ça me fait mal là, et tu as peut-être raison de me l'interdire, mais le seul fait que tu me dises pas, donne pas de détails, tu me dis juste, toi là ne va pas là-bas là. Pourquoi? Voilà, pourquoi on ne veut pas? Pourquoi en fait on ne veut pas? Pourquoi vous ne voulez pas? Ça. Et le problème aussi, madame, c'est cette masculinité là que les parents veulent imposer. Je dis ça là, c'est ça. Je te dis n'y va pas. Point, n'y va pas, sans explication. Sans explication, ouais, c'est ça. Oui. Malheureusement, nous sommes dans un système où, je peux dire paternaliste. On a envie d'avoir toujours le droit. C'est la société africaine, où les aînés ont leur place. On ne doit pas reconnaître ça. Et on ne doit pas oublier ça. Mais c'est que ici, parler de la sexualité ne veut pas dire que tu es en train de renoncer à ton droit de parent. C'est discuter. Quand tu discutes, l'enfant comprend, il connaît ta place. Mais quand tu ne discutes pas, imagine, tu ne discutes pas, la fille commence par faire le guet-apens pour sortir. Elle revient, tu prends la machette, c'est ridicule en fait. C'est là où même tu perds même ton droit de parent. Et tu perds la crédibilité. Parce que tu es là, ta propre fille que tu as mis au monde, ou bien ton propre garçon que tu as mis au monde, te défie. C'est ça. Devant tout, au vieux, parce qu'arrivé à un moment, l'enfant va se rebeller. L'enfant, il va se rebeller, quoi. Il est fatigué, donc il va se rebeller. Tu peux pas jouer ton rôle, les autres vont jouer ton rôle au dehors. Et en ce moment, votre relation va être tachée. Rigide. Et, souvent, les gens aiment critiquer
l'éducation des mères célibataires, mais je pense que les femmes, quand on leur donne le libre arbitre d'une éducation, elles sont très amènes à gérer ce genre de situation. Ouais. Ce sont les hommes qui ont peur de ces genres de conversations. Tu vas parler de sexualité avec ton papa, il est tétanisé. Peut-être parce qu'il pense à tout ce qu'il a fait à ses femmes, là, et tout. Il se dit que non, ma fille va pas vivre ça. Mais mon cher, ce que tu as fait aux gens, on va faire ça. On va faire à ta fille. Donc, autant la préparer, toi-même à la maison, à tout ce qu'elle va vivre. Les femmes, comme elles l'ont déjà vécu, elles ont de la facilité à parler c'est pas toutes les femmes, évidemment, mais les femmes sont plus amènes à tenir ce genre de conversation avec leurs enfants. Ah, mais moi, je suis passée par tel, c'est comme ça, on fait ci, c'est comme ça, on fait ça. Même à un garçon, c'est comme ça, on courtise une femme. C'est comme ça, on fait avec une femme. C'est comme ci, c'est comme ça. Mais tu vas avoir des foyers où justement, quand la maman va vouloir tenir ce genre de conversation, le papa va crier pour dire, tu veux gâter mes enfants. C'est ça. Tu veux, limite même, j'ai déjà entendu des trucs comme ça, hein. Comment toi tu es là, tu veux rendre mes enfants comme ça? Je me suis dit, mais, à quel moment, non. Et ils se disent qu'ils ont la science infuse de comment éduquer les enfants. Alors qu'il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne prenez pas en compte, en fait. Ah. Il y a un truc que je veux ajouter avant qu'on ne finisse. C'est, vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent en silence. Quand je dis ça, je parle pas forcément du viol et tout ça. Il y a des filles, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes garçons qui ont des problèmes. Par exemple, vous avez des boutons, par exemple, sur le sexe. Vous avez ça, vous cachez. Vous ne voulez pas en parler. Le pire, ça grandit. Et ça devient un problème chronique quand vous grandissez. Ce petit bouton-là que vous avez sur le sexe et que vous cachez, vous ne voulez pas parler parce que vous avez honte de dire que vous avez un problème. Alors que, comme je dis encore, beaucoup de personnes sont passées par là et il y a des solutions. En fait, le pire, c'est ça. Il y a des solutions qui existent, mais tellement tu as honte de parler que tu vas mourir de ça. Alors que c'est que tu vas penser que c'est un gros problème que tu as. Tu vas avoir une professionnelle de santé, tu lui dis, ah, docteur, j'ai un truc là sur le sexe, ou bien docteur, ah, depuis la dernière fois là, mon sexe ne fait que me gratter. J'ai des pertes que je ne comprends pas. Tu veux garder ça pour toi. Toi, garçon, tu rentres. C'est une infection. En fait, toi, garçon. Tu peux régler vite facilement, quoi. Oui, en fait, je pense que, comme on l'a dit, c'est le fait que les problèmes de sexualité sont tabous. C'est ça. Encore. Donc, on peut pas parler librement. Et lorsque on a une conséquence, on se tait. C'est ça. On se tait. Parce que si c'est que tu es libre de parler, oui, j'ai tel copain qui me plaît, et que finalement tu es sorti avec lui et une conséquence vient, tu vas pouvoir revenir. Maintenant que tu l'as fait en cachette. C'est ça. Maintenant que tu l'as fait en cachette, tu ne peux que subir ça aussi en cachette. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que des gens vont se donner à des pratiques telles que moi, quand je suis tombée enceinte comme ça, j'ai pris telle ou telle infusion et puis de coq à l'âne, vous allez voir que la fille va se mettre à boire toutes les potions et finir par perdre son utérus là. Perdre son utérus là. Ça c'est mieux ça. Ou alors perdre sa vie. En fait, il y a un truc que moi je dis toujours, perdre sa vie même. C'est trop facile. Parce que, bon, tu ne ressens pas la douleur. Tu ne ressens pas. Mais imagine, tu vis et tu n'as plus l'option d'être maman. On t'enlève tout ton utérus là. Oui, pour te permettre de vivre, de survivre, en fait. C'est ça. Moi, franchement, moi, je veux donner comme conseil. Je dis toujours en priant que Dieu me donne la mentalité, le quart de la mentalité de ma maman. Franchement, parce que depuis toujours, elle nous a dit, je ne suis pas votre maman, je suis votre copine. Voilà. Et ça fait que, dites-vous que, moi, par exemple, c'est une situation basique et que certains parents vont se sentir gênés face à ça. Ma maman et moi, on est partis dans un magasin. Et c'était même avec mes tantes et tout ça. Et elles ont acheté les cristaux de menthe. Moi, j'ai dit, c'est quoi ça? J'étais beaucoup plus jeune. Mais j'étais quand même déjà au collège. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ils ont dit que c'est cristaux de menthe. Qu'est-ce qu'on fait avec là? Elles se sont mises à rire d'abord. Quand elles se sont mises à rire,
Tu as la compris. petite curieuse que je suis et très intelligente, je me suis dit, en fait, ça là, c'est pour les choses gâtées. Directement, moi, j'ai dit ça parce que de toute façon, c'est pas, ma maman n'est pas rigide au point où dès que tu vas sortir un truc bizarre, elle va te frapper ou des trucs comme ça. Non. Quand je me suis mise à rire, elles ont dit oui, qu'il y a certains qui utilisent ça pour des pratiques sexuelles et tout. Et par curiosité, moi, j'ai commencé par poser beaucoup de questions. Elle est allée dans les détails. Elle me l'a dit. Mais ça a fait que je veux pas sortir, par exemple, dehors et un garçon va me dire, utilise ça pour faire ci. Et ça va me choquer. Et peut-être même que je vais dire, ah non, moi, j'ai pas envie parce que on m'a dit que ça, là, c'est ça, donne ça. Ou bien, ok, d'accord, fais, parce que je sais déjà m'y prendre. Vous voyez, parce qu'elle nous a tout le temps dit, je ne veux pas que tu apprennes certaines choses au dehors. Au dehors, c'est ça. C'est à moi c'est moi ta maman, c'est moi je te connais, c'est à moi de te donner les bonnes informations. Comment tu vas parler à une amie dehors, c'est comme ça tu vas pouvoir me parler. Et ça commence où? Ce n'est pas attendre que l'enfant fasse le premier pas. Non. C'est raconter, c'est parler, avoir de la facilité. Sa propre expérience aussi. À parler de sexualité, à parler de si elle nous a dit comment elle nous a eu, comment elle a eu ma sœur, sa première fois. Avant même qu'on nous pose de questions, elle nous a donné tous ces détails. Ça fait que, elle me dit, je peux pas avoir un problème aujourd'hui, ne pas avoir, et avoir peur de parler à ma maman parce que je sais déjà que la personne saura quoi me dire. La personne, elle va pas me frapper. Elle va pas rester fermée. Elle va avoir une conversation adulte à adulte avec moi. Ouais. Vraiment, toute ma prière, c'est de pouvoir avoir cette relation de complicité là avec mes enfants. Quand tu as ça, tu as tout gagné. Tu gagnes. C'est ça. Et puis, ce qui est bien dans votre relation, c'est que comme tu l'as dit, ta maman ne te juge pas. Ouais. Le jugement, c'est ce qui entrave avec la relation entre un jeune et les adultes. Nous, même agents de santé, ça nous arrive souvent. Moi, je pense que c'est parce que ça nous arrivait parce qu'on essaie quand même de corriger. De déconstruire. Je pense que c'est parce que on est trop habitué à donner cette image de Sainte Nitouche. Voilà. Ça fait que toi, tu peux être passé par là, mais tu ne veux pas avouer que tu as vécu un tel. Exactement. Tu as fait ci, tu as fait ça. Alors que tu as été jeune fille. Tout ce qu'elle va vivre, tu l'as fait. Pourquoi tu veux donner une image de maman, comme si tu étais couché quelque part et bébé l'a venu dans ton ventre. Tu as fait bébé. Non, comment on fait bébé? Comment on fait bébé? Ça là, c'est des questions que même en maternelle, les enfants commencent pas à parler en maternelle là. Comment on fait les bébés? Oh, non, mais écoute, moi, j'ai vécu une situation avec mon fils qui, un jour, parce que il est revenu de l'école, bon, évidemment, les autres enfants viennent avec leurs frères, leurs sœurs, et lui, il se sentait seul puisqu'il est seul pour le moment. Et donc, j'ai vécu cette situation qui m'a un peu secouée parce que, en tant que sage-femme, mon fils a eu à réagir comme ça. Et j'ai dit, ce que nous disons parce que c'est vrai, on peut apprendre à être sage-femme, on peut apprendre à être conseillère et autres, mais le fait d'être parent, c'est une expérience unique. On n'apprend pas, on ne forme pas, on n'a pas une école de formation des parents. Donc, il faut le vivre pour comprendre. Là, il est revenu très énervé. J'ai dit, mais il y a quoi? Pourquoi? Maman, tu sais, je vais te poser une question. Pourquoi c'est si difficile pour vous, papa et toi, de me donner un petit frère? C'est tout ce que je demande. Et j'ai dit, c'était une question quand même. Bon, il n'avait même pas 13 ans. Hein. À ce moment, il devrait avoir 8 ans. Je ne savais pas comment me prendre. J'ai dit, Dieu va faire dire que oui, je sais, nous allons à l'église et tout, mais comment on fait des enfants? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Et donc, c'était l'occasion pour expliquer un peu comment on fait cette discussion-là. Ouais. On fait un enfant. Et Dieu merci, je suis pas allée dans les détails, mais je lui ai expliqué. Et aujourd'hui, à 13 ans, lorsque tu t'amuses, tu dis, écoute, tu as une copine qui est arrivée, dit que maman, tu sais, moi, pour le moment, je suis un enfant. Hein. Je suis un enfant. Je sais que je n'ai pas encore l'âge de faire un enfant. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, il faut parler. J'aurais pu peut-être lui dire, tais-toi, pourquoi tu ne parles pas de ça? Et il va vouloir poser la question à quelqu'un d'autre parce qu'il sait que on lui a pas donné la bonne information ici. Donc, il faut vraiment que même nous soyons complices. Les enfants du quartier, moi, quand ma maman voit les enfants, même non pas maternelle, mais CICP, c'est tiens un copain, tiens une copine, avec le petit garçon, et puis ils sont là, ils sourient. Non, j'ai pas. Oh, mais ça te me dit, oui, j'ai 2 copines. Elle a, je l'aime.
en fait, tu sens que c'est des trucs qu'ils n'ont pas forcément chez eux et ils ont envie de raconter. Ça les amuse. Eux, ils ne voient pas le truc grave dedans. Ça les amuse juste. Et tant que tu commences avec ces petites discussions avec eux, ils vont se sentir à l'aise après de te donner des détails. Ah, aujourd'hui, là, ma copine m'a fait bisou ici, hein. Et c'est à ce moment-là, quand tu as ces détails-là, que tu peux dire, ah, mais fais attention, si on te touche à tel endroit. Déjà que tu lui as donné une bonne information, elle va forcément t'écouter quand tu vas lui dire la vérité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et la bonne information, c'est sur les applications comme Hello Ado. Installez, les gars. Allez, les gars, les filles, installez, quoi. C'est que ça ne vous coûte rien. Le temps que vous prenez pour regarder des films pornographiques, installez Hello Ado et ayez accès à l'information et vous allez voir que ça va vous ouvrir les yeux. Madame, on a passé plus d'1 heure. C'est passé rapidement et tout. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci énormément. Ça nous a fait plaisir. Et revenez quand vous voulez. Baldi. Akme Kaka. Merci beaucoup. Et... À la prochaine. Ok, merci.